mois d'avril, le printemps peut nous jouer des mauvais tours. On se croirait presque en hiver. Heureusement, il y a la serre pour mettre les mains dans la terre. Et puis, au jardin, il y a plein de tâches qui nous attendent. On vous donne encore plein de bons conseils dans ce numéro. Entrez, c'est ouvert. Bon, si j'ai bien compris, Virginie, ce mois-ci, c'est plutôt entrer dans la serre ? Alors, appelez-la comme vous voulez. La serre de jardin, la serre chaude, jardin d'hiver, le potager couvert, la serre en verre, la véranda de jardin. Bref, la star de l'émission d'avril, c'est la serre. Quels sont les types de serres recommandées ? Quelle approche permacole et agroécologique pratiquée ? Virginie et ses invités vous régaleront de conseils. Alors évidemment, on ne parlera pas que de ça dans l'émission. Georges et François viendront vous partager leurs bons plans. Georges, de son côté, nous donnera ses recettes miracles pour empêcher les oiseaux de venir chipper les graines fraîchement ensemencées, tandis que François nous aidera à choisir le bon engrais printanier pour notre gazon. Et puis, on parlera aussi des oiseaux dans nos jardins, puisque c'est bientôt la période de nidification. Quel logis leur proposer ? Virginie vous en parlera. Allez, direction Marchand-Famenne pour retrouver justement Virginie et Pascal et aborder la thématique des serres au jardin. Pascal, tu nous accueilles dans ton magnifique jardin. Alors, avec ton mari, vous teniez une pépinière. Hein ? Vous avez fait ça pendant de longues années. 35 ans. 35 ans. Jardiflore, c'est le nom de votre entreprise. Vous avez pris un autre chemin ici dernièrement. Oui, pour moi, plutôt sur les ateliers potagers, l'atelier d'art floral, ainsi que des accompagnements par Internet dans ces deux domaines-là. Et mon mari a voulu continuer l'entreprise de jardin. Et comme nous étions revendeurs de serres d'un fabricant belge, et que nous apprécions vraiment beaucoup ces serres-là. Enfin, on les utilise pour nous et donc on a continué à être revendeurs. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour découvrir les avantages, les inconvénients, les caractéristiques de tout ce que vous proposez, finalement. Oui, parce qu'effectivement, quand on était en jardinerie, les clients posaient énormément de questions et parfois ils avaient du mal à cibler le produit dont ils avaient besoin. Et donc, c'est ça que je voudrais te montrer aujourd'hui. Eh bien, on va voir ça de plus près, je te suis. Alors Pascal, ici tu nous proposes un premier modèle de serre en tunnel. Alors les deux critères pour lesquels vous devez faire vraiment attention quand vous choisissez une serre tunnel, ce sera l'armature et la bâche. Alors l'armature, ici on est dans le cas d'une armature métallique. Les armatures plastiques sont beaucoup trop légères pour avoir un produit qui tient longtemps. Et dans les armatures métalliques, vous allez faire attention à l'épaisseur. C'est pas la même chose d'avoir une épaisseur comme ça, plutôt qu'une armature métallique qui fait 4 cm et demi. Bien sûr. Alors, il y a la bâche aussi, évidemment. Alors, la bâche, de nouveau, il y a des épaisseurs différentes. Ici, on est dans le cas d'une bâche de 200 microns. Et la petite spécificité qui est caractéristique de ce fabricant belge, c'est le film armé. Donc, c'est un petit treillis de fil métallique qui se trouve à l'intérieur de la bâche, qui va assurer une très grande solidité de la bâche en cas de grêle, en cas d'orage, en cas de pluie, en cas de coup aussi. La déchirure ne s'agrandit pas si vous avez un geste malheureux. Et donc, vérifiez bien les épaisseurs de bâche lorsque vous allez choisir votre tunnel. Et alors, il y a l'ancrage aussi de cette serre. Elle semble bien accrochée au sol. L'ancrage au sol ici est très typique aussi de cette firme belge. Ce sont des longs tire-bouchons, à peu près de cette longueur-là, qu'on enfonce dans le sol. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une fondation en béton, parce que quand on fait une fondation en béton, on perd de la place. On se retrouve avec du béton dans sa serre. Et c'est pas chouette pour les tomates, évidemment. Alors, parfois, on serait tenté d'acheter des modèles bon marché, mais il faut savoir que ces modèles-là tiendront moins dans le temps, tandis qu'ici, on investit un budget de 900 000 euros, c'est ça ? 900 à 1000 euros pour cette... Voilà. Mais on part sur, ici, tu me disais une quinzaine d'années. Hein. Alors, ce tunnel-ci a 15 ans, donc même la bâche, il y a une déchirure un peu plus loin que quelqu'un a fait malencontreusement, mais la déchirure ne bouge pas parce que le plastique est armé. Les armatures n'ont toujours pas de point de rouille au bout de 15 ans, et donc le tunnel est toujours opérationnel. C'est ça, donc c'est vraiment un achat. On n'achète qu'une fois. À long terme, oui. C'est ça. Oui. Alors derrière toi, il y a une jolie serre en verre. Je pense que tu as pas mal de choses à nous dire aussi sur ce type de modèle. On va aller voir. On va voir. Alors ici, on est sur toute autre chose. C'est un modèle qui est beaucoup plus esthétique. Quelles sont les spécificités de cette serre ?
Alors, les spécificités de cette serre, c'est particulièrement son armature métallique qui est galvanisée, qui ici est laquée, qui peut être laquée dans différentes couleurs, et le verre. L'épaisseur du verre. L'épaisseur du verre. Alors, il faut savoir que dans les serres, on va dans du 2 mm, 3 mm ou 4 mm. Ici, on a du 4 mm trempé. D'accord. Donc, ça veut dire que si le ballon du petit atterrit sur la serre, ça tient le coup. Ça tient le coup. Okay. Voilà. Alors, c'est une serre qui est autoportante aussi? C'est une serre qui est autoportante, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire une fondation en béton. Elle est fixée par 4 petits plots ici aux extrémités et ça suffit amplement parce que le poids du verre de 4 mm est tellement important que l'assise de la serre est très bonne. D'accord. Alors à l'intérieur, je vois ces sortes de rideaux. Là, j'imagine que c'est pour de l'ombrage. Alors dans une serre, oui. Dans une serre, tout le monde sait bien que s'il n'y a pas ni ombrage ni aération, ça devient un sauna. Et les plantes n'aiment pas particulièrement. Donc il y a un ombrage qu'on peut sortir et fermer comme on veut, et différentes lucarnes qui s'ouvrent soit automatiquement, soit manuellement, pour donner cette aération de la serre pour ne pas avoir trop chaud à l'intérieur. C'est important de dire aussi que tous les matériaux sont interchangeables, que tout est aussi modulable au niveau des dimensions, etc. Et on peut retrouver les pièces, on peut retrouver une bâche, on peut ajouter une lucarne, on peut moduler et retrouver les pièces encore bien longtemps après. Et je vois que tu as même pensé aux petits oiseaux en mettant des autocollants pour éviter les collisions. Voilà, je suis fan des oiseaux. C'est important. Je n'avais pas envie de retrouver des oiseaux. Ici, on a des variétés magnifiques et donc j'ai mis des petits autocollants. Un grand merci Pascal pour toutes ces infos super intéressantes. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour aller choisir la serre qui vous convient. Le site de Jardiflore s'affiche devant vous. N'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir tous ces modèles. Et puis, profitez surtout bien de la saison au potager. L'ombrage, l'assise, les matériaux et même la déco avec les oiseaux. Bravo mesdames, j'ai l'impression que vous avez été exhaustives. Et puis c'est vrai qu'une belle serre dans son jardin, c'est aussi un atout charme. Tiens, en parlant d'atout charme, je pense que c'est le moment de retrouver Georges, là-bas. Ah non pas dans son jardin cette fois, mais chez Virginie. Il nous parle des graines et de leur ennemi juré, les oiseaux. Voilà Georges, cette fois-ci, on est dans mon potager et non dans le tien. Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. Oui, surtout qu'il a bien évolué depuis les années. Tu te souviens, quand j'ai terminé de faire le plan avec toi? Oui, je me souviens et j'ai appliqué tous tes bons conseils. Enfin, j'essaye en tout cas. Oui. Quand tu fais, explique-moi. J'ai semé mes pois ce week-end. Les petits pois, il faut faire attention. Comme pour l'haricot, d'ailleurs, les oiseaux en sont friands. Alors ils viennent, il y a des jeunes, ils emmènent les copains, puis toi, tu n'as plus rien du tout. Oui, ce serait bête ça. C'est bête. Il y a un truc pour ne pas qu'ils viennent. Enfin, s'ils viendront, mais ils ne resteront pas. Ah, et c'est quoi? Je voulais te montrer. Enrober la graine de poivre. Ah oui. C'est tout simple. Tu as toujours des idées, toi, tu vas me montrer alors. Allez, viens, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors Georges, c'est quoi cette fameuse recette pour éloigner les oiseaux des graines? Eh bien, je te dis, c'est enrober nos graines de poivre. Alors, c'est tout simple. Voilà des haricots. Je vais mettre ça dans un bol. Quelques gouttes de lait. Il faut y aller doucement, parce que si on en met trop, ça ne va pas. Quelques gouttes, pas plus. Quelques gouttes, pas plus. Et après cela, du poivre blanc. Et le poivre est collé sur les semences. Mais qu'est-ce qui fait que ça va rebuter les oiseaux? Ça pique au bec Veux-tu goûter? Non. Ah ben voilà, c'est la même chose. Quand c'est bien poivré, il te le recrache et on va autre part. Tout tranquille. Génial, tout simple, efficace. Et si jamais j'utilise trop de graines pour ce mélange, je dois les jeter après? Non, pas du tout. Il suffit de les laisser sécher et puis tu peux les utiliser dans le mois qui suit ou l'année suivante. Il n'y a pas de gaspillage. D'accord, super. Alors tu avais une autre astuce à nous partager qui concerne les semis, Georges. Oui, pour les semis, tu vois, c'est pour les petites graines chicons, carottes, oignons, etc. Là, on fait un sillon, on sème bien sûr, mais il y a un tas d'insectes dans le sol, des champignons qui vivent aussi. On va désinfecter le sillon. D'accord. Pour garantir quand même une bonne levée, une bonne récolte évidemment. Une méthode naturelle une fois encore. Oui, et c'est tout simple, c'est à base d'ail. Ok, un peu de place. Donc nous allons prendre de l'ail. Pour 1 litre d'eau, on prend une tête d'ail qu'on va écraser. Voilà. Faire bouillir 5 à 10 minutes en feu doux. Ensuite, hors feu, on va y ajouter la valeur d'une cuillère à soupe de thym séché. Si c'est du frais, on en mettra un peu plus. Du thym qui vient de ton jardin? Évidemment. Évidemment. Toujours. Pas le mettre dedans. Pas hors feu. Donc, on va laisser bouillir. Combien de temps tu laisses bouillir? 5-10 minutes en feu doux. On enlève du feu. On ajoute le thym
qui lui va être en infusion. Oui. Bon. Et une fois que c'est froid, on filtre. Et 1 litre de cette mixture pour 20 litres d'eau, on arrose de fond des sillons. Ça va désinfecter, pas de champignons, pas de petits insectes qui vont venir grignoter notre eau. Ce qui est vraiment chouette avec toi, Georges, c'est que tu nous donnes toujours des bons conseils, 100% naturels, pas de produits chimiques au potager. Oui, oui. Ce sont des conseils que j'ai eus de vieux jardiniers, ou plus jeunes, comme j'étais jeune dans ce moment-là. Comme tu étais jeune, et puis tu me les transmets, je vous les transmets, donc c'est magnifique. Et la prochaine fois, on se retrouve dans ton potager. Ah, avec plaisir, certainement. À bientôt. Merci pour ces bonnes astuces. Fallait y penser. D'un expert, on passe à un autre. Salut François. Aujourd'hui, tu nous parles d'engrais pour le gazon. C'est le bon moment de rectifier le tir, je pense. Nous voici au début du printemps. Avec la reprise de la végétation, les gazons ont notamment besoin d'un apport important d'éléments nutritifs. Cela afin d'assurer une bonne densification de l'herbe pour éviter la présence de mousse et la présence de mauvaises herbes. Faisant ensuite aussi un hiver rigoureux où il a fait relativement humide, les éléments nutritifs disponibles au niveau du sol sont assez faibles. C'est pour ça qu'il est important de rectifier avec une bonne nourriture appropriée pour débuter la saison. La croissance du gazon cet hiver n'a jamais vraiment été à l'arrêt parce qu'il n'a jamais eu de période de froid suffisamment longue. Il est donc très important d'utiliser un engrais organique comme cet engrais mini-granulé qui va permettre de nourrir correctement le gazon. Pour y arriver, cet engrais est très technique et est composé d'une multitude de matières premières différentes, jusqu'à une dizaine. Donc on y retrouve des matières premières qui vont apporter du carbone comme l'écorce de cacao, mais aussi des matières premières aussi bien animales que végétales qui vont apporter les éléments nutritifs majeurs comme l'azote, le phosphore et le potassium. Il est très important aussi de diversifier les matières premières pour que l'azote soit libéré progressivement au cours du temps. On y arrive donc grâce à des origines d'azote différentes, par exemple qui viennent des protéines de blé ou encore du sang desséché. L'apport de phosphore se fait notamment grâce à la présence de poudre d'os, l'apport de potassium grâce à la présence dans l'engrais de vinasse, et la diversité de tous ces composants, de toutes ces matières premières va vraiment permettre d'avoir une nutrition progressive au cours du temps, sans pic de croissance, et cela pendant une période de 100 jours. Pour appliquer l'engrais, je suis équipé ici d'un épandeur rotatif qui va permettre d'assurer une bonne répartition bien homogène sur la surface à traiter. C'est effectivement très pratique si la surface est plus grande et ça permet d'avoir une précision par rapport à un épandage à la volée. Donc pour l'application de l'engrais d'entretien, on a le choix entre 2 types d'engrais. Soit on va choisir un engrais équilibré qui contient les différents éléments fertilisants pour une application sur les gazons d'entretien et tondu de façon classique, ou alors dans le cas particulier où la pelouse est tondue à l'aide d'un robot ou si on réalise des tontes mulching, on va choisir un engrais type spécial robot qui va notamment contenir des bactéries qui vont aider à décomposer l'herbe morte pour qu'elle retourne en nutrition au niveau du gazon. Je vous conseille d'appliquer l'engrais 3 fois par an. Donc on l'a fait une fois ici au début du printemps, une deuxième fois au début de l'été et une troisième fois à l'automne. On veillera à utiliser un engrais adapté à chaque période. Donc à savoir pour les 2 premières applications, un engrais plus riche en azote et pour la dernière application à l'automne, un engrais avec une formule renforcée en potassium. Oui. Au printemps, il faut de l'azote, qui est une composante des protéines, ce qui est essentiel pour la croissance de toute plante. Merci François. De notre côté, on continue cette émission spéciale serre avec Chantal, dans la commune de Nassogne, en province du Luxembourg. Chantal, c'est une jardinière passionnée, spécialiste du potager. Alors bien sûr, l'occasion pour Virginie d'aborder avec elle la culture sous serre. Alors Chantal, on se trouve ici devant ta magnifique serre, elle est absolument charmante, dans ton joli jardin. Je voulais te demander quel est l'intérêt d'avoir ce type de dispositif dans nos régions? Alors, nous sommes en Belgique, avec le climat que nous connaissons et les variations climatiques. Si nous voulons être le plus possible autonomes en fruits et en légumes, c'est presque incontournable. Ce n'est pas indispensable que ce soit une serre comme celle-là, ça peut être un autre abri, mais ça me semble pas mal du tout. Alors il y a quelques grands principes à respecter quand on veut cultiver sous serre, des points d'attention. Quels sont-ils, Chantal? Alors ils sont très importants. C'est la lumière,
garder en sol vivant. Encore plus, je dirais, qu'en pleine nature, puisqu'on est dans un milieu clos. Et l'eau, bien sûr. L'eau, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Eh bien, on va aller voir ça de plus près. Ok, c'est parti. Avec plaisir. Bien, nous voici dans ta serre. Elle est absolument magnifique avec cette façade en pierre du pays, le bois, etc. On aimerait avoir la même chez soi. Alors, moi, ce qui me frappe quand on entre ici, c'est les carreaux. Ils sont super propres. J'imagine que c'est de l'entretien, évidemment, pour garder cette lumière. Effectivement, pour garder une serre lumineuse et permettre aux légumes de pousser en bonne santé, il faut nettoyer les carreaux 2 fois par an avec de l'eau vinaigrée, simplement, pour laisser bien passer les rayons du soleil. Alors, il faut quand même de l'ombrage aussi. Si on a une serre plein sud, plein soleil tout le temps, ça ne va pas non plus. Non plus, donc l'ombrage, il est multiple. Soit on va planter des plantes grimpantes comme une vigne, un kiwi, soit on va passer de la chaux à l'extérieur, elle va s'en aller dès qu'il pleut, soit si on a un peu les moyens, on achètera alors des voiles occultants. Alors un deuxième élément qui m'a frappé en entrant, c'est que tout ton sol est paillé, tu nourris le sol de ta serre. Pour le garder vivant. Absolument indispensable, encore plus indispensable qu'en pleine nature, puisqu'ici nous sommes dans un lieu confiné. Et donc on va pailler de plusieurs façons. Ça peut être de l'engrais vert, ça peut être du foin, de la paille, des feuilles mortes, de la tonte en été, ça dépend ce qu'on a sous la main. D'accord. Il ne faut pas acheter grand-chose, il faut essayer de trouver autour ce qu'il y a de au soi. jardin. Voilà. Et là, il y a des endroits où le sol est bien humide, ça veut dire que tu arroses même en hiver. Absolument. Si je veux cultiver des légumes toute l'année, y compris en hiver, il faut forcément qu'il y ait d'humidité dans le sol. C'est un peu dans les deux sens. Je sais que j'ai semé des légumes en hiver, donc je dois les arroser, donc du coup j'entretiens en même temps le sol. D'accord. Donc c'est un peu un ensemble. Tu la récupères aussi, avec des tonneaux, des gouttières, récupération de l'eau de pluie, parce que l'eau du robinet n'est pas idéale pour ça. Absolument pas. Donc d'abord, l'eau de pluie est gratuite. Elle est de meilleure qualité pour les légumes. Donc le jour où nous concevons une serre ou peu importe un abri, c'est de réfléchir à toute possibilité de récupération. Ça peut être un seau, ça peut être un tonneau, ça peut être tout ce qu'on peut avoir pour un jour utiliser cette eau pour arroser la terre et les légumes. Alors je vois aussi qu'il y a des petits trous d'aération un peu partout, l'air doit circuler aussi. Absolument. Donc ici, dans cette serre-ci, c'est une chose à laquelle on a pensé en la concevant. On a laissé de l'aération entre le toit et le reste de la structure. Il y a de la récupération, ce sont des anciens Velux. Sinon, dans ce qu'on achète, c'est vraiment veiller à avoir une serre avec au minimum 2 portes, peut-être un Velux. Réfléchissez bien à ces choses-là. Voilà. Alors on voit bien ici qu'elle vit aux 4 saisons. On voit la vigne que vous avez installée aussi qui fait de l'ombrage, qui donne du raisin. On voit, tu m'expliquais que tu entreposais tes légumes racines aussi. Voilà. Tu viens de te servir finalement toute la saison ici. Et puis les semis aussi qui démarrent. Donc il y a à la fois, si on commence en automne, il y a le semis d'automne, l'entreposage des légumes, il y a le semis de printemps. C'est quoi là que tu as mis, par exemple? Alors ici, il y a des petits pois. Et donc, dans une semaine, 10 jours, ils vont petit à petit rejoindre le potager. D'accord. Et je vois aussi qu'il y a une serre dans la serre. Qu'est-ce que tu as mis? Il y a effectivement une serre dans la serre pour avoir quelques degrés en plus. Et donc là, ce sont les fleurs. Parce que c'est vrai que j'aime les légumes, mais j'aime bien les fleurs aussi. Je trouve qu'un jardin potager ou un endroit de culture de légumes doit être beau, esthétique. Bien, voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant qu'on a tous les bons conseils de Chantal, on sait comment s'y prendre. Ça donne très envie en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et puis Seb, c'est peut-être le moment de t'y mettre aussi, non? Une petite serre au jardin, ça te tente pas? Bien sûr que ça me tente. Quelle question, surtout après tous les conseils bien avisés de Pascal puis de Chantal. Allez, c'est l'heure de notre moment guide nature. Avec notre partenaire les Cercles des naturalistes de Belgique, nous dressons le portrait de guide nature. Ces guides vous proposent des activités toute l'année. Ici, par exemple, on part à la découverte du cercle Le Diable Vauvert, fondé par Geneviève Boutsen. Ses préoccupations, ce sont les batraciens et les mares forestières. Alors, je suis arrivée à Crupet dans les années 90 et très impressionnée par la nature. Je me suis lancée dans la folle aventure des cercles naturalistes de Belgique où j'ai suivi une formation. J'ai voulu créer une section pour pouvoir partager ce que j'avais appris. Ensuite, j'ai découvert pas mal de batraciens à Crupet.
Et là, j'ai commencé alors à faire pendant 14 ans la migration des batraciens. J'ai rencontré au fur et à mesure des nouveaux guides nature qui se sont intéressés à la région, qui habitaient les communes avoisinantes. Et comme c'est étendu à 19 personnes et qu'elles avaient des idées nouvelles, donc j'ai préféré passer le flambeau pour avoir une nouvelle dynamique. J'ai rejoint les CNB, les cercles naturalistes de Belgique, et suivi la formation de guide nature. Je remplace Geneviève comme président, avec comme coprésidente un deuxième guide nature, Sylviane. Nous essayons maintenant d'élargir le rayon d'action du cercle sur 3 communes, Assès, Gèves et Ivoire. Alors, outre continuer à développer nos connaissances, c'est d'émerveiller le grand public, qu'il soit jeune ou moins jeune. Donc, pour ce faire, nous avons des contacts avec les différentes autorités communales pour sensibiliser les jeunes enfants et pourquoi pas donner quelques cours sur le terrain. Nous organisons plusieurs activités, soit à la demande, dans un cadre purement pédagogique pour aborder un thème précis, mais nous intervenons aussi, comme par exemple actuellement, dans le cadre des journées wallonnes de l'eau, avec le contrat Rivière-Haute-Meuse, où nous avons des guidances que nous préparons à différents endroits et principalement organisées sur toute la biodiversité liée aux mares forestières. Quand on évoque les batraciens, il y a 2 problématiques. Tout d'abord, la migration des batraciens, mais aussi la préservation des sites nécessaires à la ponte et à la reproduction de ces animaux. Notre projet était d'aménager une première mare, par ailleurs, pour permettre aux animaux du bois de pouvoir continuer à s'abreuver, à se laver, se bauger. Nous avons fait creuser 2 autres mares. À travers notre formation de guide nature, nous abordons plus de 20 domaines différents liés à la nature, avec comme toile de fond non seulement d'apprendre la nature, de la connaître, de l'aimer. On ne peut défendre que ce qu'on aime, et je pense que quelqu'un qui est sensibilisé à la nature et qui l'aime va être sensibilisé à sa défense. La formation guide nature des CNB a 50 ans. Laissez-vous guider en pleine nature, près de chez vous ou partout en Belgique, grâce au Cercle des naturalistes. Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur site internet. Tiens, et si nous nous quittions sur une dernière thématique de saison, les oiseaux et leur logis. On est en pleine période de nidification et les oiseaux vont profiter de tous les petits endroits possibles pour se loger. N'est-ce pas Virginie? On fait le topo? Le printemps est synonyme de nidification chez les oiseaux. Pour leur donner un petit coup de pouce, on a tendance à installer des nichoirs au jardin. C'est une très bonne chose, mais ceux-ci ne conviennent pas à toutes les espèces. En fait, il faut offrir aux oiseaux une offre diversifiée en logement. Par exemple, certains affectionnent les haies denses comme celle-ci, qui devient au printemps une véritable maternité. Alors les oiseaux aiment bien son côté protecteur, puisqu'elle est composée d'essences épineuses, comme le prunelier ou l'aubépine par exemple, qui vont protéger les oisillons des chats, des martres et autres prédateurs. J'ai trouvé un nid de merle qui était tombé de cette haie. Attention, il ne faut jamais prendre un nid en place parce qu'il peut être réutilisé, mais celui-ci était par terre. Et on voit bien ce petit nid composé essentiellement de brindilles, de feuilles mortes et de boue sur les côtés qui consolident l'ensemble. Donc voilà, ce petit merle qui aime les haies. Alors ne pas tailler les haies évidemment à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet, très important. Le merle, il aime aussi faire son nid dans les plantes grimpantes. On le retrouve souvent sur la vigne vierge de notre façade, mais il n'est pas le seul à aimer ce type de végétaux. Le petit troglodyte mignon, un adorable petit passereau, fait des nids en boule et il va volontiers les cacher dans le lierre. Regardez ici, on a un lierre qui est bien touffu. Eh bien, l'année passée, le petit troglodyte a construit son nid, une petite boule en mousse qu'il va accrocher dans les racines du lierre qui offre un support intéressant. Et puis surtout, celui-ci est bien dense, donc il va aussi bien le camoufler. Alors certains oiseaux nicheurs, 20% d'ailleurs de nos oiseaux nicheurs sont cavernicoles, c'est-à-dire qu'ils vont installer leur nid dans des petites cavités, des petits trous. C'est le cas des mésanges bleus, qui vont volontiers s'installer dans les anfractuosités de nos murs. Le moineau aussi aime bien s'installer sous le bord des toits. Les tourneaux, Sansonnet, est aussi un habitué de ce genre de logement. Bref, si on veut accueillir une diversité d'oiseaux au jardin, il faut leur offrir un maximum d'habitat naturel, toutes les conditions pour qu'ils puissent s'y installer. Merci Virginie, merci à toi et à tous tes intervenants pour cette émission riche en conseils et en bonnes pratiques. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Alors, à tout bientôt!
Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner au choix soit un sac de 20 kg d'engrais Vital Green qui assurera une croissance immédiate à votre gazon, soit un sac de 20 kg d'engrais Robot adapté aux pelouses à tonte robotisée ou mulching. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Dans quel village se situe le CNB découvert ce mois-ci ? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!